On a tous un jour entendu parler d'une affaire où des voisins savaient, où des gens avaient vu quelque chose, entendu quelque chose, une dispute trop violente, des cris répétés, une silhouette qu'on ne revoit plus jamais au marché, et où personne, absolument personne, n'a rien fait. C'est un schéma qu'on retrouve dans un nombre effrayant de faits divers, et ça, à toutes les époques. On se dit « Oula, c'est pas mes affaires, c'est un couple qui se dispute, ils vont se calmer ». Ou tout simplement, on n'a pas envie de s'attirer des ennuis. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence exactement comme ça. En novembre 1876, dans un immeuble de Montmartre, des voisins ont entendu crier une jeune femme en pleine nuit. Ils ont entendu et ils n'ont rien fait. Et pourtant, ce n'était pas la première fois qu'on l'entendait crier, cette femme-là. Alors on s'est dit, comme d'habitude, « Oh, c'est encore eux !» Sauf que cette nuit précise, cette nuit du 6 au 7 novembre, ce n'était plus une dispute. Cette nuit-là, c'était la dernière nuit de sa vie. Et 2 jours plus tard, des enfants qui jouaient tranquillement au bord de la Seine allaient découvrir, coincé contre des pilotis, un paquet ficelé. Et dans ce paquet, il y avait ce qui restait d'elle, la moitié de son corps, un tronc, une tête. Je m'appelle Mélie et sur cette chaîne, je raconte des affaires criminelles anciennes qui ont marqué la France. Celle de ce soir a un nom que la presse de l'époque a rendu tristement célèbre, la femme coupée en morceaux. Alors je vous préviens tout de suite, cette histoire est un féminicide, au sens le plus cru du terme, commis à une époque où ce mot n'existait même pas encore. Une histoire de violence conjugale, d'alcool, de misère et d'un silence collectif qui a duré bien plus longtemps qu'une seule nuit. Asseyez-vous confortablement, prenez un verre. Ce soir, je vous emmène dans les rues de Montmartre en 1876, sur les traces d'une jeune Bretonne venue chercher une vie meilleure à Paris et d'un homme décoré et respecté que personne, absolument personne, n'aurait soupçonné. Montmartre en 1875, ce n'est pas encore la butte des artistes et des cabarets qu'on imagine aujourd'hui. C'est un quartier populaire, dense, où s'entassent les ouvriers, les petits employés, mais aussi les domestiques et les anciens militaires sans emploi. On y boit beaucoup. L'absinthe et le vin rouge coûtent moins cher que la viande. Et on y vit serré, dans des immeubles où les murs sont fins et où tout le monde sait plus ou moins ce qui se passe chez le voisin. C'est dans ce Montmartre-là que vivent nos 2 personnages. Été 1875, elle a à peine plus de 20 ans. Elle s'appelle Jeanne-Marie Lemanac et elle vient de Pédernec, un petit village des Côtes du Nord, ce qu'on appelle aujourd'hui les Côtes d'Armor. Son père est cultivateur, modeste, comme des milliers d'autres à l'époque en Bretagne. Et comme des milliers de jeunes filles de sa génération, Jeanne-Marie fait ce qu'on appelle alors la montée à Paris. Elle quitte sa campagne pour aller chercher du travail dans la capitale avec l'espoir, sincère et presque naïf, d'y trouver une vie meilleure que celle qui l'attend au pays. Vous imaginez la scène ? Une gare, une valise, l'accent qui détonne, cette impression d'être minuscule dans une ville immense qui ne vous attendait pas. Jeanne-Marie débarque donc à Paris, sans famille, sans réseau, avec pour seul bagage son courage et sa formation de domestique. C'est un métier honorable à l'époque, presque une institution. Des centaines de milliers de jeunes femmes venues de toutes les provinces travaillent alors comme bonnes, cuisinières, femmes de chambre dans les foyers bourgeois parisiens. Pour trouver une place, il existe des bureaux de placement. Des sortes d'agences d'intérim avant l'heure où les patronnes viennent recruter et où les candidates s'inscrivent en espérant être choisies.
Et c'est donc dans un de ses bureaux, dans le quartier du Faubourg Poissonnière, que le destin de Jeanne-Marie va basculer. Elle y rencontre un homme, un certain Joseph Billoire. Billoire, lui, a 57 ans. Il est bien plus âgé que Jeanne-Marie, bien plus instruit aussi. Et il a un passé qui, sur le papier, impose le respect, ancien sous-officier de l'armée française. Il porte la médaille militaire, cette décoration prestigieuse réservée aux soldats qui se sont particulièrement distingués. Et un témoin de l'époque insistera d'ailleurs sur ce contraste assez saisissant. L'homme a de la prestance, il est propre, décoré, et pourtant, sous ce vernis respectable, on devine déjà la paresse, l'ivrognerie et une violence latente. Et oui, parce qu'après l'armée, Billoire n'a jamais retrouvé sa place. Il enchaîne les petits boulots sans jamais vraiment se stabiliser jusqu'à devenir courtier dans ce bureau de placement du Faubourg Poissonnière. Un homme qui, sous ses apparences honorables, cache une vie beaucoup plus précaire et beaucoup plus trouble qu'il n'y paraît. Et donc, quand il rencontre Jeanne-Marie, jeune, seule, vulnérable dans cette ville immense, il agit vite. Très vite. J'ai envie de dire, tel un prédateur ayant trouvé sa proie. Alors presque aussitôt, il l'installe chez lui. Il la convainc de quitter son travail de domestique. Elle qui venait chercher l'indépendance à Paris se retrouve en quelques semaines seulement entretenue par un homme de 2 fois son âge dans un petit logement du 51 rue des Trois Frères, en plein Montmartre. Vu de l'extérieur, ça pourrait presque ressembler à une belle histoire. Un homme qui offre un toit à une jeune fille perdue dans la grande ville, sauf qu'à cette époque, ce genre d'arrangement a un nom. Et ce nom porte en lui tout le poids du jugement social, le concubinage. À ce moment-là, vivre ensemble sans être marié, pour une femme, c'est une déchéance. On la regarde différemment, on la soupçonne. Et surtout, et c'est là que ça devient dangereux, cette situation l'isole encore plus. Et oui, elle n'a plus de travail, plus d'indépendance économique, plus vraiment de statut social reconnu. Jeanne-Marie devient donc à ce moment-là, aux yeux du quartier, la femme de Billoire. Pas son épouse, mais sa compagne. Une nuance qui, dans la France du 19e siècle, changeait absolument tout. Vous voyez où je veux en venir ? Ce n'est pas un hasard de l'histoire si tant de mécanismes qu'on documente aujourd'hui dans les violences conjugales, l'isolement progressif, la dépendance économique, la perte du travail, se retrouvent déjà presque à l'identique dans ce couple du 19e siècle. Les mots changent, les mécanismes, eux, sont d'une similitude troublante. Et malheureusement, ce n'est que le début de la dérive. Alors au début, peut-être, il y a eu de l'amour, ou du moins de l'attachement. On ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est comment cette relation évolue au fil des mois. Et ça n'a rien d'une histoire romantique. Le couple fréquente assidûment les débits de boissons, les cafés du quartier. Et j'insiste sur ce mot, assidûment, parce que les témoignages recueillis par l'enquête sont clairs. C'est Billoire qui pousse à ses sorties au café, en plus des bouteilles de vin achetées pour la maison. Autrement dit, l'alcool n'est pas un à côté de leur histoire, c'est vraiment un des piliers. Au printemps 1876, les habitués du café du quartier commencent à remarquer un détail qui en dit long. Jeanne-Marie porte une tenue de plus en plus négligée. Son petit capital, les économies qu'elle avait pu se constituer avant de rencontrer Billoire, envolé. Elle n'a plus rien et ça se voit. Une jeune femme qui, quelques mois plus tôt, avait encore fière allure et qui semble désormais glisser doucement vers la misère. Est-ce que vous saisissez le mécanisme ? Une jeune femme arrive à Paris avec un peu d'argent et un emploi stable. Elle rencontre un homme plus âgé qui lui offre un toit, mais qui lui fait quitter son travail. Elle perd son indépendance, elle sombre dans l'alcool qui devient tout simplement une routine du couple. L'argent fond et sa tenue, son apparence, ce petit rien qui, à l'époque, dit tout du rang social d'une femme, se dégrade au fil des mois sous les yeux des habitués du quartier qui, eux, ne disent rien.
Alors Biloir, qui je le rappelle, l'avait convaincu un peu plus tôt de quitter son emploi de domestique, eh bien finalement, il va la pousser à retravailler. Certainement pour renflouer les caisses du ménage. Jeanne-Marie retrouve à 2 reprises une place de domestique, en dehors du quartier. Et à 2 reprises, elle se fait congédier. Pourquoi ? Alors, je n'ai pas réussi à trouver la raison exacte, l'information exacte, mais on peut assez légitimement se demander si une femme qui boit, qui est mal nourrie, mal vêtue et sans doute déjà bien marquée par des tensions domestiques, a vraiment toutes les cartes en main pour tenir un emploi de domestique exigeant discrétion, ponctualité et sobriété. Ce qu'on sait, c'est que le couple s'enfonce, mois après mois, dans une spirale de précarité, d'oisiveté et de boissons partagées. Un climat lourd, on peut le dire. Il y a un point sur lequel je voudrais m'attarder, parce que c'est important et parce que le dossier judiciaire lui-même, plus tard, va nous donner un indice glaçant. On sait qu'au moment du meurtre, des voisins ont entendu Jeanne-Marie Lemanac crier. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 1876, précisément. Or, pour qu'un voisinage entende une femme crier sans réagir, sans appeler personne, sans s'inquiéter au point d'aller tambouriner à la porte, il faut, en général, que ce ne soit pas la première fois. Il faut que le quartier ait déjà, en quelque sorte, intégré que chez Biloir, ça crie parfois. Que c'était leur genre de couple. Alors, rien dans le dossier documentaire ne permet d'affirmer qu'il y ait eu des coups avant cette nuit fatale. Mais tout dans le tableau qu'on vient de dresser, l'alcool quotidien, la dépendance économique totale de Jeanne-Marie, l'isolement, la dégradation progressive de sa situation et ses cris entendus sans qu'on s'alarme, tout ça dessine en creux le portrait d'un couple où la violence, sous une forme ou une autre, n'était très probablement pas une nouveauté cette nuit-là. C'est une hypothèse, je le précise bien, il n'y a aucune preuve formelle de ça dans le dossier. Mais si vous connaissez un peu les affaires de violence conjugale contemporaine, et malheureusement les statistiques d'aujourd'hui sont là pour nous le rappeler, vous savez que le passage à l'acte fatal est presque toujours l'aboutissement d'une escalade, pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Vous voyez ce que je veux dire ? Une gifle, puis une autre, puis des insultes qui deviennent la norme du quotidien et un jour, l'irréparable. Bref, revenons-en aux faits. Cela bien avéré pour le coup. En automne 1876, ce couple de Montmartre est donc, sans que personne autour d'eux ne s'en inquiète vraiment, une bombe à retardement. Un homme vieillissant, alcoolique, violent, qui a réduit sa compagne à une dépendance totale. Une jeune femme isolée, sans ressources, sans famille à Paris pour la recueillir, qui boit elle aussi. Peut-être pour tenir le coup, peut-être pour oublier, on ne le saura jamais vraiment. Et le soir du 6 novembre 1876, cette bombe va exploser et quelque chose va se briser. Littéralement. Il faut que je vous dise tout de suite un détail important. Biloir, lorsqu'il sera enfin interrogé et surtout lorsqu'il aura avoué son crime, va mentir sur la date. Il affirmera l'avoir commis le 2 novembre. Mais l'enquête, elle, va établir avec certitude que Jeanne-Marie Lemanac était encore vivante après cette date, puisqu'on l'a entendu crier dans la nuit du 6 au 7 novembre. La vraie date du crime, la date confirmée par le rapport médico-légal et les témoignages des voisins, c'est donc cette nuit du 6 au 7 novembre 1876. Alors, pourquoi Biloir a-t-il menti sur 4 ou 5 jours ? On ne le sait pas vraiment avec certitude. Peut-être pour brouiller les pistes sur la préméditation, peut-être tout simplement parce qu'un homme qui vient de commettre l'irréparable ne raconte jamais vraiment toute la vérité. J'y reviendrai parce que ce mensonge sur le calendrier n'est pas le seul. Bref, ce soir de novembre, donc, Jeanne-Marie rentre au domicile de la rue des Trois Frères. Et elle rentre, selon les mots mêmes que Biloir utilisera plus tard pour décrire la scène, prise de boisson. Autrement dit, ivre. Biloir lui adresse des reproches. On imagine la scène, la porte qui claque, le ton qui monte immédiatement, cette colère froide de l'homme qui attend depuis des heures et qui a déjà sans doute un peu bu aussi de son côté. Et puis ce détail presque absurde de banalité au milieu de l'horreur qui va suivre. Un verre à boire, mais pas n'importe quel verre, un petit verre décoré de dorure. Un de ces petits objets un peu précieux qu'on garde malgré la misère. Peut-être un souvenir, peut-être simplement le seul beau verre du foyer. Eh bien ce verre tombe des mains de Jeanne-Marie.
et se brise sur le plancher. Un verre cassé. C'est tout ce qu'il faut cette nuit-là pour faire basculer une dispute de plus en un meurtre. Billouard, selon ses propres aveux, des aveux qu'il faudra arracher avec beaucoup de patience et la découverte de preuves plus que compromettantes, donne un coup de pied dans le bas-ventre de Jeanne-Marie. Un coup de pied, pas un couteau, pas une arme, pas un geste prémédité en apparence, un coup de pied dans un accès de colère contre une femme ivre et sans défense qui vient de casser un verre. Sauf que ce coup-là est le coup de trop. Et Jeanne-Marie Lemanac meurt cette nuit dans cette chambre exiguë de Montmartre, aux mains de l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis plus d'1 an. Et c'est là que l'histoire prend un tournant terrifiant, parce que ce qui va suivre dans les heures qui viennent n'a plus rien d'un accident de colère. Face au corps de sa compagne, Billouard a le choix. Il pourrait alerter quelqu'un, il pourrait même, pris de panique, chercher de l'aide, prétendre à un accident. Mais ce qu'il va choisir de faire, en réalité, va montrer un sang-froid glaçant. Ce que d'ailleurs l'accusation, plus tard aux assises, soulignera avec beaucoup d'insistance. Alors d'abord, Billouard attend. Selon sa version, il attend 24 heures avant d'agir. 24 heures. Seul dans cet appartement, avec le corps de la femme qu'il vient de tuer. Et il ne pense qu'à une chose, comment faire disparaître ce corps sans laisser de traces qui remontent à la surface, au sens propre comme au figuré. Alors le lendemain, il découpe le corps en deux. Oui, comme si son geste n'était pas assez horrible comme ça, il la dépaisse. Je ne vais pas vous décrire le geste dans ses moindres détails techniques, ne serait-ce que par respect pour la victime, et c'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que ce geste révèle. Parce que les enquêteurs, quand ils vont examiner plus tard les restes de Jeanne-Marie, ils vont bien comprendre que ce dépeçage n'avait absolument rien d'improvisé, rien de paniqué. C'était un geste réfléchi, méthodique, presque technique. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, les cheveux de Jeanne-Marie. Alors, comme il était d'usage à l'époque pour une jeune femme, elle avait de magnifiques cheveux longs. Ils ont été coupés. Pourquoi couper les cheveux d'un corps qu'on va jeter à l'eau ? Parce que les cheveux longs, ça flotte, ça peut remonter à la surface, se prendre dans un pilotis, attirer l'attention. Et ça, Billouard le sait, et c'est tout ce qu'il veut éviter, bien évidemment. Ensuite, et c'est encore plus glaçant, le corps est éviscéré. Les intestins sont retirés. Pourquoi ? Eh bien, exactement pour la même raison que les cheveux. Un corps qui conserve ses viscères produit des gaz de décomposition qui le font remonter à la surface de l'eau. Un corps vidé de ses organes internes, lui, a beaucoup plus de chances de rester au fond. Une fois l'éviscération faite, les deux parties du corps sont ensuite ficelées, empaquetées et lestées d'une pierre. Tout ça nous montre un niveau de préméditation macabre, de froideur technique qui donne des frissons. Le lendemain soir, donc, vers 7h, il sort de l'immeuble, portant sur son épaule le haut du corps de Jeanne-Marie, donc le tronc et la tête d'abord, enveloppé dans un vieux manteau imperméabilisé de l'époque. Il se rend jusqu'à Clichy, sur les bords de Seine, et il jette ce paquet à l'eau. Puis il revient, il rentre, dormir, dans cette même chambre, cette nuit-là, à côté du tronc inférieur du corps de sa compagne, qui reste, lui, encore dans l'appartement. Là, je vous laisse un instant avec cette image. Un homme qui dort une nuit entière dans la même pièce que les restes de la femme qu'il vient de tuer et de découper, avant de se débarrasser le lendemain du reste, par le même moyen, jusqu'à la Seine. Rebelote, 7 heures, le paquet sur l'épaule, les bords de Seine, etc. Mais c'est pas fini. Non, parce que 2 jours plus tard, quelque chose va remonter à la surface. Littéralement. Le 8 novembre 1876, 2 enfants jouent sur les rives de la Seine, au niveau du port de Clichy. Des enfants qui jouent et qui remarquent un paquet coincé contre des pilotis. Ça les intrigue. Le paquet semble bloqué et assez gros. Alors ils appellent des passants, des ouvriers du voisinage. On parvient à attraper le colis, on le tire de l'eau et on le pose sur la rive. C'est intriguant,
Alors, on défait ce paquet pour découvrir son contenu. Des vêtements? Un animal? Non. À l'intérieur. Vous. Maintenant, vous savez ce qu'ils découvrent, mais eux. Imaginez la stupeur, l'horreur d'apercevoir, enveloppé dans un vieux jupon en étoffe bleue, la tête et le tronc d'un cadavre. À l'œil, c'est une femme, disons d'environ 30 ans. La tête rasée, puisqu'on lui a coupé les cheveux, souvenez-vous, et l'abdomen béant, vidé de ses organes. Et en un instant, ce petit coin tranquille des bords de Seine devient la scène d'un des crimes les plus atroces que Paris ait connu. Dès le 9 novembre, la presse parisienne s'emballe. Les journaux relatent avec une gourmandise assez caractéristique de l'époque pour les faits divers sanglants, la découverte d'un crime atroce. Une femme découpée en 2 morceaux, repêchée dans la Seine près du port de Clichy. Les 2 tronçons du corps, parce que oui, le second morceau sera rapidement retrouvé également, sont transportés à la morgue de Paris. Et là, quelque chose de très particulier à cette époque se met en place. L'affluence du public devient absolument exceptionnelle. Je sais, là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est une morgue, c'est pas une expo. Eh bien, figurez-vous que la morgue parisienne, au XIXe siècle, n'était pas seulement un lieu médico-légal fermé au public comme aujourd'hui, c'était littéralement un lieu de visite. On y exposait, derrière une vitre, les corps non identifiés dans l'espoir qu'un passant reconnaisse le visage d'un proche disparu. Et cette exposition attirait des foules de curieux, venus non pas pour identifier qui que ce soit, mais simplement pour voir. Une forme de tourisme macabre qui faisait partie intégrante de la vie parisienne de l'époque. Des familles entières s'y rendaient le dimanche comme on irait au musée. Des centaines, des milliers de Parisiens viennent défiler devant la vitre pour voir ce corps mutilé, la femme coupée en 2. Son corps, réel, exposé à quelques centimètres d'une vitre. Et c'est précisément là, dans cette foule de curieux venus contempler le corps mutilé de Jeanne-Marie Lemanac, que se cache un détail qui va vous glacer le sang. L'assassin lui-même serait venu, anonyme, parmi la foule, contempler sa propre victime, beaucoup moins impressionné que les autres visiteurs, mais plutôt admiratif, presque fier de son crime. Ça, c'est une conviction bien ancrée chez les policiers de l'époque. L'assassin, presque toujours, revient voir sa victime. Il ne peut pas s'en empêcher. Bref, pendant ce temps, l'enquête, elle, avance péniblement. Pour l'instant, personne ne sait qui est cette femme, personne ne sait qui est cet homme. La police n'a qu'un visage, une photographie et une montagne de travail devant elle. Et oui, parce que le chef du service de la sûreté, M. Jacob, doit suivre, tenez-vous bien, 183 pistes différentes en moins de 5 semaines. 183. Imaginez le travail. Sans fichier centralisé, sans téléphone, sans aucune technologie qu'on tient aujourd'hui pour acquise. Il faut recouper des témoignages, vérifier des identités dans un Paris de plus de 2 millions d'habitants. On est encore plusieurs années avant les méthodes de Bertillon, cette anthropométrie judiciaire qui allait révolutionner l'identification criminelle. Ici, en 1876, on travaille encore essentiellement au flair, au témoignage, au bouche à oreille. Et c'est précisément le bouche à oreille qui va faire basculer l'enquête. La police décide de diffuser une photographie du visage de la victime. Une pratique qui commence tout juste à se généraliser à cette époque et qui témoigne déjà des débuts timides d'une forme de police scientifique. Cette photo, on l'a fait circuler dans les cafés du quartier dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse ce visage. Et ça marche. Dans un café du boulevard Barbès, ce même boulevard où, on l'a vu, le couple Billoire-Lemanac avait ses habitudes, un habitué fait circuler cette photographie de la femme de Clichy entre les tables. Et un consommateur, en la regardant, a un choc. Il la reconnaît. C'est une femme qu'il a vue tous les jours, accompagnée d'un homme, venir prendre son absinthe dans ce même café. La femme de Clichy a un visage maintenant. Elle a une histoire. Elle a un compagnon. Un agent se présente donc rue des Trois Frères. Il sonne chez Billoire et là,
Moment absolument sidérant, Billouard, face à l'agent, reconnaît lui-même que la femme retrouvée coupée en morceaux devrait probablement être son ancienne maîtresse. Son ancienne maîtresse. 3 mots prononcés avec un détachement presque administratif par l'homme qui l'avait tué de ses mains quelques semaines plus tôt. Reconnaître que la victime était sa compagne. Ce n'est pas encore avouer le meurtre. Billouard est alors arrêté. Mais, et c'est là que l'enquête va connaître un nouveau rebondissement, il nie. Fermement, obstinément, pendant plusieurs semaines, il nie toute implication dans la mort de cette femme qu'il vient pourtant d'identifier lui-même comme son ancienne compagne. Les enquêteurs savent qu'ils ont leur homme, mais ils n'ont pour l'instant aucune preuve matérielle irréfutable. Juste une coïncidence troublante et les dénégations d'un ancien militaire décoré qui, sur le papier, incarne tout ce que la société française respecte. Il va falloir descendre plus bas, beaucoup plus bas, jusque dans les tréfonds les plus littéraux de cet immeuble de Montmartre. Et ce qui va le faire craquer, personne ne l'avait vu venir. Et ça se trouvait juste là, sous ses pieds, depuis le début. Vous vous souvenez du corps de Jeanne-Marie, éviscéré pour qu'il ne remonte pas à la surface de la Seine. Il fallait bien que Billouard se débarrasse, quelque part, de ses organes qu'il avait retirés, et des cheveux aussi qu'il avait coupés. Il pouvait quand même pas les jeter dans la rue. Alors, il les a cachés dans l'endroit le plus discret et le plus repoussant, le moins susceptible d'être fouillé, la fosse d'aisance de son propre immeuble. En clair, les latrines communes. Ce système d'assainissement très rudimentaire du Paris populaire du 19e siècle. Une fosse où s'écoulaient les eaux usées de tout un immeuble. En gros, l'ancêtre de notre fosse septique moderne. Sauf que la police, à Paris, en cette fin d'année 1876, elle ne recule devant rien. Alors, entre le 13 et le 15 décembre de cette même année, les enquêteurs vont faire vider entièrement cette fosse d'aisance. Un travail aussi ingrat que méthodique. Ils vont fouiller littéralement à main nue et à la pelle dans les excréments de l'immeuble entier à la recherche d'une preuve. Et ils trouvent les intestins, la chevelure, la preuve irréfutable que le crime a été commis dans cet appartement précis par quelqu'un qui avait un accès direct à cette fosse. Alors quand on informe Billouard de cette découverte, quand on lui dit en substance « Nous avons trouvé les viscères de votre compagne dans votre fosse d'aisance », l'homme comprend que le mensonge n'est plus tenable. Et alors, le 3 janvier 1877, il passe enfin aux aveux. Mais, et c'est là que le dossier devient particulièrement intéressant, Billouard n'avoue pas toute la vérité. Ce 3 janvier, dans sa cellule de la prison de Mazas, face à M. Jacob, le chef de la sûreté, la police, il livre une version des faits partiellement mensongère. Il situe le crime au 2 novembre, alors que l'enquête, on l'a vu, prouve que Jeanne-Marie était encore vivante dans la nuit du 6 au 7. Et lui, il décrit le meurtre comme un accès de colère spontanée. La dispute, le verre brisé, le coup de pied fatal, le dépeçage, les 2 allers-retours jusqu'à Clichy pour se débarrasser du corps, sans qu'on puisse être certain que les choses se soient déroulées exactement ainsi, ou qu'il n'y ait pas eu, avant ce soir-là, d'autres épisodes de violence qu'il aurait pris soin de taire. Alors, pourquoi ce mensonge précis ? Ça, on ne saura jamais avec certitude. Peut-être que Billouard cherchait à minimiser la préméditation, à faire croire à un acte isolé, presque un accident dramatique, plutôt qu'à une dispute qui se serait prolongée sur plusieurs jours, avec une victime peut-être séquestrée, peut-être brutalisée avant de mourir. On n'est pas sur une certitude. Mais le simple fait que Billouard ait pris la peine de mentir sur ce point précis, alors qu'il avouait par ailleurs l'essentiel de son crime, en dit long sur ce qu'il cherchait encore à cacher. Et il y a d'ailleurs, là je dois vous en parler avec toute la prudence qui s'impose, une allégation extrêmement macabre qu'on retrouve dans un article rétrospectif du journal Le Gaulois. Ce texte affirme que le rapport médico-légal aurait démontré que Jeanne-Marie avait été découpée alors qu'elle respirait encore. Billouard lui ayant ouvert le ventre avec un outil tranchant alors qu'elle était encore vivante. On ne peut pas l'affirmer
comme un fait établi. Mais ce qui, en revanche, est établi sans le moindre doute, c'est que Jeanne-Marie Lemanac, avant même d'être identifiée sous son nom, a déjà été enterrée. La décomposition avait rendu son visage méconnaissable et on ne pouvait pas laisser un corps sans sépulture indéfiniment. Elle repose donc, pendant plusieurs semaines, au cimetière d'Ivry, dans la section réservée aux suppliciés, au corps anonyme de la morgue. Une section de cimetière pour les gens qu'on n'a pas encore réussi à nommer ou qu'on ne nommera jamais. Ce n'est que le 25 janvier 1877 qu'un procès verbal de reconnaissance officielle du corps est enfin dressé. L'acte de décès, lui, est signé le lendemain, le 26 janvier, soit près de 2 mois et demi après la découverte du corps sur les rives de la Seine. Billouard, désormais, va devoir répondre de son crime devant une cour, et ce procès va révéler des détails que même les enquêteurs les plus aguerris n'avaient pas anticipés. Le 14 et le 15 mars 1877, Joseph Billouard comparaît donc devant la cour d'assises de la Seine au palais de justice de Paris. Le procès va donc durer 2 jours. 2 jours pour une affaire d'une telle gravité. Ça peut sembler étonnamment court à nos yeux contemporains, mais c'était le rythme de la justice de l'époque. Les affaires, même les plus retentissantes, se jugeaient en quelques audiences seulement. Autant dire qu'il valait mieux être efficace. La présidence est assurée par un magistrat nommé Burin-Desrosiers. Face à lui, l'accusation est portée par l'avocat général Chopin d'Amouville et au cœur du dispositif, 3 experts interviennent à la barre. Un architecte, d'abord, qui a relevé le plan précis des lieux du crime, ce logement exigu de la rue des Trois Frères, où tout s'est joué. Un chimiste, ensuite, dont l'expertise vient compléter le dossier scientifique, mais c'est le 3e expert qui va véritablement électriser la salle. Le docteur Georges Bergeron, médecin légiste chargé de l'autopsie du corps. Bergeron n'est pas un débutant. C'est un habitué des assises, un homme rodé à l'exercice difficile de traduire devant un jury de citoyens ordinaires des constatations médicales complexes en un récit compréhensible et implacable. Et son témoignage, ce jour-là, va être absolument déterminant pour la suite du procès. Face au président de la cour, Burin-Desrosiers, et à l'avocat général Chopin d'Amouville, Bergeron détaille méthodiquement ses constatations. La manière dont le corps a été sectionné, l'éviscération, la coupe des cheveux, le lestage des 2 tronçons avec des pierres. Chaque détail, apporté avec la froideur clinique propre à la médecine légale, vient démonter un par un les éléments de la défense de Billouard, qui tentait de présenter son geste comme un accès de colère isolé, presque incontrôlé. Parce que voilà ce que la défense de Billouard va tenter de plaider. Un homme excédé, poussé à bout par une compagne alcoolique et négligée, qui aurait perdu son sang-froid dans un moment de colère. Un coup de pied malheureux, fatal certes, mais pas prémédité. Sauf que le récit de Bergeron, point par point, raconte une histoire totalement différente. Celle d'un homme qui, après avoir tué, a agi avec une méthode et une froideur qui n'ont rien d'un accès de panique. Le ficelage des tronçons, le lestage soigné avec des pierres, la coupe des cheveux pensée pour empêcher toute flottaison, l'éviscération calculée pour le même objectif, ce n'est pas le récit d'un homme pris de remords et de terreur après un geste malheureux. C'est le récit d'un homme qui a réfléchi à la meilleure façon de faire disparaître un corps. En ce qui concerne le procès en lui-même, il faut noter qu'il se déroule dans un climat particulier qui dépasse largement le seul cas Billouard. Nous sommes en 1877 et la France de cette décennie est traversée par une véritable panique médiatique autour d'une supposée recrudescence des crimes. Les journaux multiplient les faits divers sanglants et une partie de l'opinion publique s'inquiète sincèrement d'un supposé déclin moral de la société. C'est dans ce climat que le président Burin-Desrosiers aurait prononcé, selon le Figaro, une déclaration restée célèbre dans les annales judiciaires de l'époque. Cette recrudescence de crimes est due à la prédominance des idées sensualistes. Une explication qui,
avouons-le, sonne un peu étrange à nos oreilles modernes. Attribuer une vague de crimes aux idées sensualistes plutôt qu'à la misère, à l'alcoolisme, à la violence sociale qui traversait les classes populaires de l'époque. Aujourd'hui, ce serait un petit peu l'équivalent de « c'est la faute des jeux vidéo s'il y a de plus en plus de violence ». Mais c'est aussi ça, l'intérêt de ces vieilles affaires. Elles nous montrent combien chaque époque cherche des explications qui lui ressemblent et combien elle passe parfois à côté des causes les plus évidentes finalement. Le jury en tout cas n'a pas besoin de longues délibérations. Face à l'accumulation des preuves, les aveux, même partiellement mensongers, le témoignage implacable de Bergeron, les viscères retrouvés dans la fosse d'Aisance, le verdict tombe rapidement. Joseph Billoire est déclaré coupable et condamné à la peine capitale. Il forme un pourvoi en grâce, ce recours ultime à l'époque examiné personnellement par le président de la République, en l'occurrence le président MacMahon, et la grâce est rejetée. Billoire n'a plus qu'un rendez-vous devant lui, un rendez-vous avec la mort. Et ce rendez-vous a lieu le 26 avril 1877. Le 26 avril 1877, à l'aube, c'était l'heure traditionnelle des exécutions capitales en France, pour limiter, disait-on, l'affluence populaire. La guillotine se dresse place de la Roquette, devant la prison du même nom, dans le 11e arrondissement de Paris. C'est là, dans cet espace aujourd'hui transformé en square tranquille, où les Parisiens promènent leurs enfants sans imaginer ce qu'il s'y est joué autrefois, que la tête de Joseph Billoire tombe. L'ancien sous-officier décoré, l'homme à la médaille militaire, le pensionné de l'État qui avait tué et découpé la femme avec qui il vivait, paye de sa vie ce crime qui avait tenu la France en haleine pendant plusieurs mois. Mais l'histoire de Billoire, curieusement, ne s'arrête pas tout à fait avec sa tête tombée dans le panier de son. Le nom Billoire va rester associé pendant des années à l'horreur pure dans le quartier de Montmartre. 7 ans plus tard, en 1884, la découverte de restes humains à proximité du moulin de la Galette provoque un début de panique dans tout le quartier. Les habitants savaient qu'un certain Billoire, celui qui avait découpé sa femme en morceaux, avait vécu là, tout près. Alors, à la moindre rumeur de restes humains retrouvés, les commères se rassemblent au seuil de leur boutique, persuadés qu'un nouveau Billoire vient de frapper. Ce n'est finalement rien de tel, mais l'anecdote rapportée par la presse en dit long. 7 ans après l'exécution, le simple nom Billoire suffisait encore à provoquer une terreur collective à Montmartre. Et l'affaire va connaître un autre prolongement, judiciaire cette fois. En 1879-1880, un autre procès retentissant secoue Paris, celui de Prévost, surnommé le boucher de la Chapelle. Cet homme, lui, était un ancien policier devenu meurtrier, une circonstance jugée particulièrement aggravante. Au moment d'examiner son recours en grâce, le président de la République de l'époque, Jules Grévy, va explicitement invoquer le souvenir de Billoire. Il rappelle que Joseph Billoire, cet ancien soldat décoré, pensionné de l'État, avait forfait à l'honneur par son crime, mais qu'il avait, d'une certaine façon, accepté sa sentence avec une forme de dignité, contrairement à Prévost qui clamait son innocence jusqu'au bout. Alors, c'est un paradoxe assez glaçant, si vous y réfléchissez bien. L'homme qui a tué et découpé sa compagne, 7 ans plus tôt, est carrément cité comme un exemple, presque, honorable, de résignation devant la justice. La mémoire judiciaire d'une époque retient parfois d'étranges hiérarchies dans l'horreur. Le nom de Jeanne-Marie Lemanac, lui par contre, s'efface presque entièrement des récits de l'époque, réduit à quelques lignes dans les comptes rendus de procès, tandis que celui de son bourreau devient, pendant des décennies, une référence, presque un maître étalon de l'ignominie criminelle. Alors, où en sommes-nous au terme de cette histoire ? Il y a Jeanne-Marie Lemanac, une jeune bretonne de même pas 30 ans, venue chercher à Paris une vie meilleure que celle que lui offrait la campagne des Côtes du Nord. Une femme dont on ne connaît presque rien, sinon les grandes lignes tristement banales d'une trajectoire brisée, l'arrivée, l'isolement, la dépendance, l'alcool et la violence, celle d'un homme
qu'elle avait sans doute cru pouvoir aimer, ou au moins en qui elle a cru pouvoir trouver refuge. Et il y a Biloir, un homme dont la respectabilité de façade, la médaille, l'allure, le grade a longtemps masqué aux yeux de son entourage une réalité bien plus sombre, celle d'un alcoolique violent, capable d'un geste d'une froideur absolue face au corps de la femme qu'il venait de tuer. Cette affaire, vieille de presque 150 ans maintenant, résonne pourtant d'une manière troublante avec notre époque, parce que les mécanismes qu'on y observe, l'isolement progressif d'une femme, sa dépendance économique croissante envers son compagnon, l'alcool comme catalyseur de la violence, et ce silence du voisinage qui entend crier sans intervenir. Ces mécanismes-là, on les retrouve presque à l'identique dans les affaires de féminicide qu'on documente aujourd'hui en France chaque année. Le mot féminicide n'existait pas en 1876. Le phénomène, lui, existait déjà. Et il continue. Je voudrais, avant de vous laisser, prendre un instant pour vous parler concrètement de ça. Si vous êtes vous-même victime de violences conjugales, ou si vous êtes témoin, un voisin qui entend, un collègue qui remarque, un ami qui s'inquiète, sachez qu'il existe des numéros gratuits, disponibles, c'est pour ça. En France, le 3919, c'est le numéro national de référence pour les violences faites aux femmes. Anonyme, gratuit et disponible tous les jours. En cas d'urgence immédiate, il y a bien sûr le 17 pour la police, le 15 pour les secours médicaux. Et si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas parler à haute voix, sachez que le 114 permet d'alerter les secours par SMS. Ce n'est jamais juste une dispute de couple qui ne nous regarde pas. Parfois c'est exactement ça, et parfois c'est le prélude à un drame. On ne peut pas toujours savoir laquelle des deux situations est sous nos yeux. Alors, on s'inquiète, on appelle et on n'attend pas. Et vous, maintenant que vous connaissez toute l'histoire, qu'en pensez-vous ? Le sang-froid de Biloir après son crime, ce ficelage méticuleux, ce lestage des tronçons, cette nuit passée à côté d'une partie du corps de la femme qu'il venait de tuer et découper. À votre avis, on est plutôt sur une préméditation véritable ou sur une simple panique organisée après un geste de colère incontrôlé ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette question qui, honnêtement, continue de me travailler. Si cette histoire vous a marqué comme elle a marqué toute la France dans la fin des années 1800, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines enquêtes et à activer la petite cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode sort. Prenez soin de vous.